Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans D'une voix après l'autre, la série de podcasts de la Haute École Léonard de Vinci, qui vous raconte des projets qui tissent des liens, qui prennent soin de soi, des autres et du monde dans lequel on vit. Je suis Alba Van Allen et aujourd'hui nous passons un moment avec Pierre-Alain Zaffa. Bonjour Pierre-Alain. Bonjour. Tu es développeur web et relais dans le service transition de la Haute École. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dressons rapidement ton portrait. Pierre-Alain, en novembre 2016, tu as été diplômé comme ingénieur en technologie de l'information pour la mécanique. Français d'origine, tu as d'abord travaillé 2 ans à Lyon en tant que consultant technique pour une grande entreprise dans le développement et l'implémentation de logiciels. Ensuite, tu arrives en Belgique, à Gembloux plus précisément, où tu as travaillé 1 an dans le service agroforesterie tropicale et où tu as développé un logiciel simulateur d'exploitation agroforestière. Suite à cette expérience, tu as effectué une pause carrière. De retour dans ta France natale, tu as rejoint des associations militantes telles que Extinction Rébellion, ANV COP21, et tu as pris part à des actions de désobéissance civile. Tu t'es formé à la fresque du climat, à l'intelligence collective et à la communication non violente. C'est durant cette période que se sont développées tes valeurs sur l'écologie, les problèmes sociaux et politiques. En 2020, te voilà de retour en Belgique et tu as rejoint la Haute École Léonard de Vinci. Tu as aussi freiné sur les activités de militantisme et tu t'es investi dans d'autres projets plus manuels cette fois-ci, la construction, la création d'un potager. Aujourd'hui, tu es en pleine rénovation d'une vieille maison de 1870 à Namur en autoconstruction. Tu espères t'y installer bientôt et on te le souhaite. Autre fait peut-être inattendu te concernant, tu pratiques l'ultimate frisbee, un sport mixte, auto-arbitré et sans contact. Alors première question pour toi Pierre-Alain, à la Haute École Léonard de Vinci, tu fais donc partie du service informatique en tant que développeur et en même temps tu es au service transition. À propos de ce service transition justement, est-ce que tu peux le représenter rapidement ? Alors oui, c'est la cellule transition, elle a été créée il y a à peu près 1 an dans le format qu'on a actuellement. Donc il y a Sophie Delis qui est coordinatrice du service. Ensuite, il y a Julie Robette qui s'occupe de appliquer le plan de transition qui est actuellement en cours à la Haute École. Et ensuite, on a Anne, Céline et moi qui sont dans mon relais sur les différents campus de la Haute École pour essayer d'être au plus proche de la communauté Vinci et d'appliquer différents projets, quels qu'ils soient. Et donc toi, tu as ce rôle de relais C'est ça, et donc moi je suis relais à XL où j'essaye d'être au contact des enseignants, des étudiants et des membres du personnel administratif pour mettre en place des projets, appliquer des décisions qui auraient été prises de manière plus transversale à la Haute École et accompagner en général des idées ou des envies localement. Qu'est-ce que vous mettez derrière le terme transition ? Parce que voilà, peut-être que pour certaines personnes, c'est pas encore très clair ce qui est derrière. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est une bonne question, c'est assez flou. Alors, il y a beaucoup de choses et il faut être assez précis sur ce qu'on veut définir. En ce moment même, là, à l'heure où on parle, il y a un énoncé clair, un document qui s'appelle Énoncé clair pour la transition à Vinci et qui est en train d'être co-construit par les responsables de secteur, les départements, les services, le CODIR et donc la cellule transition. Et on essaye vraiment de créer ce cadre pour que tout le monde puisse s'approprier les sujets sans être mis de côté et sans que ce soit non plus trop complexe. Donc là, aujourd'hui, comme c'est en cours de rédaction, je ne peux pas le définir, l'annoncer maintenant, mais ça arrivera très très prochainement, dès le début du Q2. On devrait avoir cet énoncé clair qui permettra à tout le monde, à tous les départements et à tous les services, de s'approprier vraiment ces thématiques-là au sein dans leur quotidien, quoi. Et est-ce que tu as un peu des exemples concrets de ce que vous avez déjà mis en place ou ce que vous souhaitez mettre en place dans les mois à venir ? Y a des choses qui se font un peu sur les 3 campus. C'est vrai que chaque campus a des réalités qui sont assez différentes. À XL, moi, ça fait pas très longtemps que j'y suis. J'ai commencé à la Haute École à évoluer ici. Mais c'est vrai que depuis 4 mois où je suis à XL, j'essaye de rencontrer... Ma première étape, c'était d'abord créer un réseau, c'est-à-dire regardez ce qui se fait, ce qui existe déjà, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont intéressés par ces sujets-là, des étudiants aussi. Donc le but, c'était pas d'arriver avec mes grands souliers et tout chambouler. C'était d'abord rencontrer ces gens. Et donc j'ai commencé par intégrer les réunions de département. Donc le département logo, ce sera fait bientôt. Et j'ai vu la semaine dernière le département psycho, assistant psycho. Et du coup, me rencontrer un peu les gens, discuter et essayer de voir un peu les intérêts de chacun et chacune pour ensuite mettre en place des choses et pouvoir avancer ensemble. Revenons un peu sur ton parcours, parce que tu as quand même eu une expérience, une période plus activiste, si on peut dire.
Et tu as fait partie d'Extinction Rebellion, qui est un mouvement qui revendique l'usage de la désobéissance civile. Aujourd'hui, tu es toujours actif dans ces questions-là, mais dans un cadre plus institutionnel au sein de la haute école. Enfin, peut-être aussi un côté perso, mais comme tu as dit, tu t'es un peu calmé, si on peut dire, sur le sujet. Comment s'est déroulé tout ce cheminement ? En fait, c'est plus des choix personnels, clairement. Toute la période d'activiste et avec Extinction Rebellion, avec ANV COP21, c'était aussi à une période où ces idées-là dans la population et dans la tête des citoyens grandissaient. C'était la période des marches pour le climat, où il y a eu une vague aussi en termes d'élections politiques, où les Verts en France et les écolos en Belgique prenaient de la place et commençaient à avoir plus en plus d'impact dans le monde politique. Donc c'était assez grisant de faire partie de ce groupe. Mais en fait, au bout de quelques mois, je ne suis pas resté très longtemps, mais en fait, c'est quand même très fatigant. Et à long terme, je ne sais pas comment font les gens qui font ça des années et qui se battent. Vraiment, je cours au chapeau à eux parce que c'est assez impressionnant. Mais de mon côté, au bout d'un moment, on ne se sent pas tellement grand-chose. Il n'y a rien de concret, en fait. C'est très grisant, c'est très intéressant. Mais bon, voilà, on bloque des banques, on va tenir le siège du ministère de l'écologie en France. On a fait ça, c'est très intéressant. Sur le jour même, c'est passionnant et c'est des rencontres humaines qui sont vraiment incroyables. Mais au final, le soir, on rentre chez nous et puis on n'a pas l'impression d'avoir fait vraiment quelque chose de concret, réel. On a fait parler de nous, on s'est fait entendre un petit peu, c'est sûr, hein, on fait des choses, mais voilà. Et c'est ce côté vraiment très concret, très pratique qui m'a un peu manqué, où j'avais besoin de choses vraiment factuelles, où je pouvais voir, où je pouvais avoir un impact un peu plus fort, quoi. Et donc c'est aussi pour ça que je me suis un peu dirigé après vers des choses comme la fresque, on en parlera peut-être un peu plus en détail après, où là on est au contact avec les gens, on fait passer un vrai message et il y a une pédagogie qui se fait, etc. C'est vrai qu'au sein de la haute école, tu as déjà animé plusieurs ateliers sur la fresque du climat. Peut-être que tu peux un peu présenter ce que c'est cette fresque du climat pour celles et ceux qui n'en auraient jamais entendu parler. Oui, ça a bien grandi. Donc, c'est né en 2018-2019 par un enseignant en France qui essayait Son but était d'expliquer à ses étudiants comment le climat fonctionnait. Et donc, au début, il faisait des dessins sur son tableau. Et puis, au bout de quelques fois qu'il a fait son cours, il s'est rendu compte que les dessins, c'est tout le temps les mêmes. Donc, il a imprimé des photos qu'il collait sur son tableau pour montrer des liens de cause à effet, en fait, entre les activités humaines, ce que ça utilise, les énergies fossiles, etc., ce que ça a comme impact pour le climat et au final, les impacts que ça a pour la société. Et donc, à force d'expliquer ça, il s'est rendu compte que c'était tout le temps la même chose et il a fini par imprimer des cartes. Il s'appelle Cédric Ringerbark, désolé si je ne prononce pas très bien son nom. Et donc, il a imprimé ces cartes et puis, au bout d'un moment, il a réussi à en faire un format de 3 heures avec une partie où on a les cartes et on doit faire sur une table, un groupe d'un peu moins de 10 personnes doit poser les cartes pour les mettre de cause à effet. Donc on a les activités humaines utilisent de l'énergie fossile qui dégagent du CO2 dans l'atmosphère et qui du coup fait augmenter le réchauffement climatique, dérègle le cycle de l'eau, etc. etc. Toutes les conséquences qu'on connaît. Est-ce que, comment tu y es arrivé à te former ? Est-ce que c'est une formation qui est facile à suivre en fait ? Et est-ce que c'est quelque chose d'accompagner des enseignants, peut-être des chefs de service ou aussi des étudiants lors de cet exercice de la fresque du climat? Est-ce que pour toi ça avait quelque chose de plus concret ? Oui, pour moi c'est assez concret, c'est assez facile, c'est assez accessible. Une fois qu'on a fait la fresque on peut devenir facilitateur, animateur très facilement. Et c'est assez accessible en fait, c'est vraiment accessible à tous. Et en ce qui concerne la haute école, on a fait ça, je pense que c'était en avril 2022, où j'avais fait la fresque à tout le collège de direction étendu, pour justement qu'ils puissent comprendre un peu ce que c'est, et ça avait bien plu, et c'est une des premières graines qui a été plantée pour arriver aujourd'hui à une cellule. Évidemment, il y avait aussi tout le travail de Sophie Delis qui est là depuis longtemps et qui œuvre sur tous ces sujets-là depuis déjà plusieurs années. Mais ça fait partie d'un ensemble de choses qu'on a essayé de mettre en place et qui ont été mises en place ces différentes années pour arriver aujourd'hui à une cellule beaucoup plus poussée, où on a des ambitions beaucoup plus hautes aussi, quoi. Le point central, c'est ce plan de transition qui inclut des choses comme la fresque. La fresque, c'est juste un petit outil. On est arrivé à parler du plan par la fresque, mais ça, c'est un des outils qu'il faut utiliser pour parler de ces enjeux-là et sensibiliser. Mais le plan vise à être beaucoup plus transversal, beaucoup plus global et à essayer d'inclure vraiment tout le monde, tous les services, tous les départements, pour ensemble faire en sorte que Vinci puisse faire cette transition sans perdre tout ce qui est déjà fait et qui est déjà très bien. Oui, parce qu'il y a déjà quand même pas mal de départements qui ont plein de projets, qui sont déjà investis, même dans les cours. Bien sûr, ça peut toujours aller plus loin et vous êtes aussi là pour ça. Oui, c'est ça. Mais il y a une énorme partie du plan, c'est aussi
faire de la mise en avant et de la communication sur ce qui est déjà fait et sur encourager les bonnes pratiques. Et pourquoi pas, si c'est fait dans 3 ou 4 départements, voir comment répliquer ce qui est déjà en place pour pas forcément réinventer des choses qui ont déjà été pensées. Est-ce que ça te paraît pour toi facile ou difficile de motiver peut-être les étudiants et aussi les membres du personnel sur ces questions-là? La question de la mobilisation, c'est un gros sujet et on a des événements qui devraient arriver au Q2 en 2025 pour justement aborder ces thèmes-là, parce que c'est vrai que la mobilisation, c'est pas évident. On a du mal à toucher les étudiants avec nos sujets. Je pense que c'est pas que ça les intéresse pas, je pense que c'est juste qu'il y a trop d'informations en général, et je pense que c'est un peu pareil pour les membres du personnel, et on a tous des plannings très chargés et des priorités qui sont pas toujours faciles à gérer, des urgences même parfois à gérer, et donc c'est évident pour personne d'inclure des nouvelles contraintes, et même si ces contraintes sont... Beaucoup de gens partagent ces valeurs-là et voudraient le mettre, mais voudraient mettre ça en place au sein de leur fonctionnement ou dans leur vie de tous les jours, mais c'est pas toujours facile de le faire. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait une vision plus globale, plus transversale, avec un cadre plus simple, plus facile, plus simple et plus clair, pour que les gens puissent s'approprier ces thèmes-là dans leur quotidien et le mettre en place de manière naturelle, en fait, finalement. Toi, personnellement, de quoi rêves-tu pour la haute école en matière de transition, et même au-delà de la haute école, dans vraiment l'enseignement supérieur aussi? C'est vrai que je pense qu'il faudrait essayer d'inclure ces sujets-là au cœur des formations des étudiants. Les étudiants et étudiantes d'aujourd'hui seront les citoyens de demain, enfin ils sont déjà citoyens en fait, mais ils auront une formation en plus, et c'est vrai qu'un établissement comme la Haute École de Vincy pourrait leur apporter cette vision en plus, et surtout une réflexion autour de ces sujets-là pour qu'ils puissent ensuite les inclure dans leur métier et pouvoir juste être au courant. En fait, parfois, il suffit d'être au courant pour changer une habitude ou deux et aller plus loin. À côté de ce rôle que tu as au service transition, tu es aussi développeur web. Le monde du web est souvent décrit comme très énergivore en matière de ressources. Est-ce que c'est vrai? Et comment se situent ces deux parties de ta vie pro? Oui, c'est tout à fait vrai. Le monde du numérique, c'est en pleine expansion. Il y aurait plein de choses à dire là-dessus. Je ne vais pas m'étaler aujourd'hui parce que c'est pas le but, mais clairement, en termes d'impact CO2, en termes d'utilisation de ressources, de métaux, d'énergie et tout ça, le monde du numérique, on utilise de plus en plus de numérique. On a de plus en plus de terminaux, le micro dans lequel je parle, tous les terminaux, les smartphones, les GSM, etc. Il y en a vraiment énormément, et c'est ça le plus gros problème du numérique, c'est ça, hein, c'est vraiment le nombre et la multiplicité des terminaux aujourd'hui. Et donc oui, clairement, ça paraît un peu antinomique. Mais en fait, c'est comme tout, il faut en être conscient, dans un premier temps, comprendre le problème pour savoir de quoi on parle, et ensuite essayer de résoudre comme on peut, point par point. Et donc, dans mon travail de tous les jours, moi, j'essaye, comme autant que je peux, d'inclure une partie, ce qu'on appelle l'éco-conception. Donc, c'est vraiment la conception d'applications et de sites web plus responsables, mais aussi plus inclusifs. Il n'y a pas que la partie écologique, c'est très important, mais c'est aussi la partie fracture numérique, faire en sorte que les outils qu'on développe soient accessibles au plus grand nombre, à la fois des étudiants qui n'auraient pas forcément une très bonne connexion, mais aussi à des étudiants qui auraient des handicaps ou des problèmes de vue ou des choses comme ça. Ça nous tient à cœur de plus en plus. On est en train de s'auto-former beaucoup sur ces sujets-là parce qu'on voudrait être très, très inclusif, en tout cas le plus possible, sur ce qu'on développe au sein de Vincy. Et après, dans la vie perso, c'est plus des petits gestes où on essaye de un peu mieux trier, un peu moins acheter d'occasion, ne pas toujours craquer sur le dernier nouvel écran, le dernier nouveau smartphone qui vient de sortir. Voilà, ça c'est des gestes éco-citoyens qui n'ont pas vraiment de lien direct avec Vincy, et je sais très bien que je ne suis pas du tout le seul à faire ça et avoir cette volonté-là. Ici, on est plusieurs à en parler. C'est vrai, au sein du service informatique, le service informatique est quand même assez engagé sur ces questions-là, ouais, et il réfléchit de manière très poussée. Oui, tout à fait. Il y a une grosse réflexion qui est faite. Déjà, dès le début, l'achat du matériel, il y a des questions qui se posent sur est-ce qu'on en a vraiment besoin, est-ce qu'on n'a pas déjà ça, ce qu'on ne pourrait pas déjà réutiliser. Le réemploi, c'est quelque chose qui est une bonne manière d'utiliser un peu moins d'écrans et de terminaux. Et puis, il y a aussi toute une partie, il y a un graphe qui s'appelle le graphe décisionnel pour savoir, quand on a un ordinateur qui revient au service, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut le réparer pour le remettre en service? Est-ce qu'on peut le réparer pour le mettre en prêt parce qu'il n'est plus assez à jour pour être utilisé en tant que neuf, mais il peut être encore prêté pour des petites occasions?
ou alors est-ce qu'on doit le recycler. Dans ce cas-là, il y a un partenariat qui est fait avec Recupel, qui est un organisme belge qui récupère les appareils numériques un peu partout en Belgique, et eux après se chargent de le recycler tant qu'ils peuvent. Donc il y a toute cette pensée-là qui existe, qui est mise en place depuis maintenant quelques années, et on continue à travailler puisque le service informatique fait partie de la haute école comme tous les autres services, et donc ils sont aussi impactés par le plan de transition. Donc on essaie de regarder ce qui marche bien, et puis d'aller un peu plus loin sur les autres sujets pour vraiment être complet et avoir une vision systémique de la chose. Allez, du tac au tac, une idée d'exercice de désobéissance civile à organiser à Vinci. Ne plus mettre la vidéo sur Teams. En fait, quand on regarde un peu ce qui pose problème sur l'utilisation d'Internet, 80% d'Internet, c'est des vidéos. 80% des données d'Internet, ce sont des vidéos. Un autre chiffre comme ça, Netflix, à lui tout seul, en 2021, c'était 13% de tout Internet. Juste Netflix. Et donc, en fait, le gros problème d'Internet et le gros problème d'utilisation d'Internet, c'est la vidéo. Et 20% du coup de tout Internet, c'est les vidéos privées, donc c'est-à-dire Teams, Zoom, toutes ces choses-là. Et donc si on enlevait tous notre caméra et qu'on laissait juste notre image, on met une belle photo, voilà, la plupart du temps ça suffirait, on peut partager le PowerPoint qu'on doit partager, ça, il n'y a pas de souci, mais on n'a pas forcément besoin de tout le temps se voir. C'est vrai que c'est devenu un automatisme, mais on ne se rend pas toujours compte. Non, c'est ça. Mais c'est bien parce que quand on pense à désobéissance civile, moi personnellement je pense à Extinction Rébellion, donc je pense à des choses assez fortes, mais c'est vrai qu'en fait c'est des petits actes qu'on peut mettre en place. Oui, c'est vrai que là c'était pas vraiment de la désobéissance civile, c'est plus c'est une bonne pratique. Oui, ça reste encore gentil, c'est vrai. Eh bien, merci Pierre-Alain. Pour clôturer ce moment passé ensemble, tu as choisi de nous partager le passage d'un livre, Quality Land 2.0, de Mark U. Kling, j'espère que je l'ai bien prononcé. Avant qu'Ophélie nous lise ce passage, peux-tu nous en dire un peu plus à propos de ce livre et pourquoi tu l'as choisi ? Alors, Quality Land, c'est un livre c'est un peu une dystopie, mais assez futuriste. En fait, on suit la vie d'un réparateur de machines dans un monde, dans quelques dizaines d'années, où en fait tout est géré par des automates, tout est géré par des algorithmes. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de faire des courses, on a une puce dans le cerveau et il y a l'équivalent d'Amazon qui nous livre ce qu'on veut avoir tout de suite. On a des voitures autonomes partout, dès qu'on veut aller quelque part et la voiture arrive. C'est vraiment, tout est exacerbé, c'est comme la société aujourd'hui, mais exacerbé au plus profond, pardon. Et c'est très très drôle comme livre, en fait. Ça critique fortement et ça met en avant parfois des aberrations ou des choses un peu trop exagérées dans ce qu'on pourrait avoir dans la société, dans des dérives. Ça parle de tout ça, mais de manière très légère, très drôle. Et donc j'ai vraiment bien aimé. Donc il y a deux opus qui sont pas vraiment des suites, mais on suit la vie de ce qui se passe dans cet univers-là. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment... c'est une manière assez légère d'aborder des sujets graves, donc je trouve ça pas mal comme manière de faire. Au moment précis où Peter arrive chez lui, un drone de livraison de The Shop se présente. Cela fait longtemps que Peter ne s'étonne plus de ce genre de hasard. Ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe plus. « Peter chômeur !» dit gaiement le drone. « Je viens de The Shop, le site de vente en ligne le plus apprécié au monde, et j'ai une belle surprise pour vous. » Peter prend le paquet en râlant. Il n'a rien commandé. Ce n'est plus nécessaire depuis OneKiss. OneKiss est un service premium de The Shop et le projet phare du légendaire entrepreneur Henrik Ingenieur. Il suffit de s'inscrire par un simple baiser sur son Quality Pad pour recevoir tous les produits qu'on désire consciemment ou inconsciemment, sans avoir à les commander. Le système évalue automatiquement ce que chaque client veut et quand il le veut. Le premier slogan de The Shop s'intitulait déjà « Nous savons ce que tu veux ». Aujourd'hui, plus personne ne le conteste. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci Ophélie pour la lecture et merci à Pierre-Alain pour ce moment d'échange. Merci. Toutes les sources et infos pratiques dont nous avons parlé sont disponibles en description. Nous vous retrouvons dans un prochain épisode. Aidez-nous à faire connaître les voix de Vinci en partageant ce podcast.